Voilà, bon, moi, c'est ce qui sous-tend le besoin du rapport du coaching. Je mets ensuite quelques éléments qui, moi, m'ont marqué du rapport, qui sont peut-être moins sourcés ou moins assimilés à une personne, mais c'est vraiment des choses aussi que j'ai constatées moi-même et donc que j'ai voulu mettre en évidence. Donc, des conséquences de type que les femmes sont mal intégrées. Elles sont plutôt adaptées plutôt qu'intégrées, adaptées dans les organisations et que le fonctionnement psychosocial au niveau des rites et des langages, hein, des éléments de langage, comme on dit, de la façon dont les choses se passent en entreprise, ne tiennent pas compte du fonctionnement féminin, que ce soit elle-même par la parole et aussi par nos rythmes, par nos modes de fonctionnement. Très absente ou sinon minoritaire dans des réseaux aussi externes, puisque, par exemple, les administrateurs se retrouvent souvent dans des rencontres entre administrateurs et les femmes sont exclues. En tout cas, elles s'excluent, elles ne participent pas. Et aussi, ces réseaux qui sont informels, que vous connaissez peut-être, qui s'appellent les All Boys Club. Il y a des clubs parisiens, enfin, ça arrive en France, ça arrive dans d'autres pays. C'est pour ça que ça porte son nom anglo-saxon, mais il y a des hommes, voilà, qui ont le temps le soir, ou qui ont le temps le week-end, ou qui ont les parties de golf, ou ci ou ça, et donc qui utilisent beaucoup, enfin le masculin, et nous on peut l'utiliser aussi dans notre partie masculine, bien sûr, le masculin se repose beaucoup sur ces réseaux, mais ce ne sont pas forcément des réseaux mixtes, donc ça manque, et encore souligner ce décalage cognitif, mais surtout affectif, dans le sens affecté, c'est-à-dire que ça se retrouve ensuite dans le psychosocial, sous la forme émotionnelle qu'on suppose beaucoup plus aux femmes, de plus en plus aux hommes aussi, avec beaucoup plus d'expression de leur féminin, sous la forme de dépression, d'anxiété, de charge mentale. Voilà, ça pour l'instant, ça se réunit dans le psychosocial, mais comme je vais aujourd'hui le présenter, on le refère aujourd'hui beaucoup plus au biosocial, que je vais définir tout à l'heure. Alors, l'apport de Nicole Lardilla, donc dans son mémoire de revalidation du diplôme d'executive coaching de Cergy, m'a fait découvrir dans cette source que je ne connaissais pas, Mahler Hastings. Et donc, c'est super intéressant parce que je vous laisserai découvrir les conclusions complètement, mais ça rejoint justement les avancées des recherches plus de type psychosocial et biosocial, puisque peut-être que vous avez entendu ce mot, en tout cas en recherche, il est maintenant très commun, qui est celui de l'intersectionnalité. Voilà, et donc le coaching doit tenir compte de l'intersectionnalité, c'est-à-dire que jusque-là, qu'est-ce qu'on fait pour intégrer globalement dans la pratique, c'est de dire d'accord, enfin on accepte une différence de race, de culture, en effet, de genre, de référence culturelle, on est tous pareils, on mélange. Alors que non, il s'agit de reconnaître davantage les différences, c'est comme ça que ça évolue dans la recherche et plus en plus dans la pratique. Ensuite, il y a le fait de pouvoir se centrer beaucoup plus sur l'humanité, l'humanisme que sur les modèles ou les normes. Donc, c'est cette approche beaucoup plus personnalisée, personnelle, enfin ce qu'on appelle le coaching humaniste, avec plus d'empathie, de sensibilité. Donc, c'est toute une étude de Mahler Hastings, donc je vous invite aussi à découvrir, plutôt que de rester toujours au cadre méthodologique, aux normes. Voilà, enfin, quoi qu'il arrive, enfin, qu'on se dise coach humaniste ou pas, c'est pas possible hein, d'être à côté de ça. Et puis, la notion, en effet, de succès ou de performance, de réussite, elle n'est pas simple, elle est extrêmement complexe. Et donc, il y a tous ces résultats, beaucoup plus, qui apparaissent dans l'écologie, qui apparaissent dans le social, dans le durable, mais même d'autres invisibles qui sont extrêmement importants. Donc, et ça conclut cette étude sur un défi majeur en coaching qui est la neutralité. Et voilà, moi, c'est le sujet qui m'a le plus touchée en prenant ce sujet plutôt côté coaching. C'est ce questionnement de la neutralité qu'on continue à enseigner, qu'on continue à brandir et à souligner, surtout en executive coaching auprès des entreprises. Et donc, vraiment, ces auteurs-là discutent la neutralité de coaching, la mettent en question. Ce métier qui est essentiellement basé sur une posture professionnelle neutre peut devenir problématique, voire éthiquement discutable. Je mentionne hein, les conclusions de l'étude. Lorsqu'il ignore les enjeux sociaux et les inégalités systémiques. Et il est par ailleurs donc aujourd'hui reconnu que la relation d'aide systémique ne peut rester neutre face aux enjeux de justice sociale, mais doit au contraire permettre de les adresser activement.
Alors, par d'autres biais, enfin, puisque je fais aussi de l'accompagnement individuel, y compris de vie, enfin, coaching de vie, je suis intégrée aussi dans d'autres, enfin, de psychodynamique du travail pour l'aspect pro, mais dans quelque chose qui s'appelle le complexe systémique ou la thérapie familiale, puisque mon superviseur est Robert Neuberger, et le dernier colloque a fait vraiment, qui vient de se passer, là, à début septembre, a souligné particulièrement les enjeux de justice sociale. Donc, en coaching, on arrive aussi au même point. Dans la relation d'aide, il faut questionner la neutralité. Il faut être beaucoup plus engagé finalement qu'on le croit. Voilà, donc j'arrive rapidement donc, sur l'outil que je propose, qui est un outil donc, qui existe en recherche biosociale. Cet outil ou cette démarche, cette approche, ça s'appelle l'approche biosociale, elle tient compte à la fois et pour la première fois de conditions, de phénomènes sociaux et biologiques et les entrecroise. Et ce qui est important, c'est qu'en les entrecroisant, on ne soit pas dans une démarche de cause à effet. Voilà, le contexte d'entreprise, le contexte de travail ou la relation à la responsable hiérarchique ou l'équipe ne vous reconnaît pas ou ne vous accepte pas. Donc, je suis malade ou cette personne est malade. Maintenant, elle était déjà malade d'avant parce que sa vie est difficile et si ça. On n'arrête pas de renvoyer. Enfin, ça, c'est moi qui commente comme ça, comme ça me vient. Mais on n'arrête pas de renvoyer quand des situations se présentent en entreprise. Est-ce que c'est la faute à l'entreprise, à l'institution? Est-ce que c'est la politique de l'entreprise? Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que c'est le responsable? Est-ce que c'est cette personne qui est fragile? Est-ce qu'elle a un problème physique? Est-ce qu'elle a un problème psychologique? Et cet outil, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que c'est celui que moi j'ai adopté et que je pousse, enfin que je dis il est public, donc je considère et je souhaiterais être l'introductrice de cet outil dans le coaching en France, mais je n'en suis pas créatrice, donc il est complètement libre, ouvert, utilisable par tous. Mais la force de cet outil que moi je retiens pour faire la fresque du féminin est celle de croiser des critères qui viennent donc à la fois du physiologique, du biologique et du social, sociologique et sociétal. Voilà. Enfin, ça combine tout ça. Ça permet de mettre en lumière donc des mécanismes donc, qui façonnent le développement humain et la santé. Hein. Ce sont les auteurs qui ont synthétisé, Muller, Harris et McDade, qui sont toujours des intervenants nord-américains comme ceux que j'ai rencontrés dans ma formation. Donc, voilà, donc eux, ils voient le développement humain et la santé. Quand on regarde de quoi est composée l'approche biosociale, j'ai mis beaucoup de détails de leur étude, mais ce que je veux surtout montrer, c'est à quel point c'est pluridisciplinaire et que toutes les disciplines que ça peut intégrer, anthropologie, psychologie, épidémiologie pour l'aspect santé, sociologie, économie, génomique, médecine, démographie, sont des domaines qui commencent à nourrir aussi les théories du management. Donc, c'est pour ça, de toute façon, ça a déjà un pied dans le management. Donc, mettons le deuxième pied dans le coaching et nous sommes légitimes pour le faire puisque nous sommes coachs. Donc, voilà, sans plus de suspense là, presque. Donc, vous avez 4 niveaux supérieurs qui sont la politique, le social, le collectif, enfin moi je le résume en tant que collectif pour ce qu'on appelle le voisinage et les relations interpersonnelles, et 4 niveaux qui sont plutôt biologiques, internes, corporels, qui seraient donc ce qu'ils appellent les messagers biochimiques, hein, essentiellement hormones et enzymes, les organes et les tissus, les systèmes, quand on parle plutôt système respiratoire, digestif, neurologique, nerveux, et ensuite tout ce qui est génétique, épigénétique. Et ce qui compte, c'est d'avoir cette trajectoire de vie au centre. Donc, quand on est dans un accompagnement individuel, ce qui est intéressant, c'est de voir, de reprendre ces cadres pour le parcours d'une personne. Ouais. Et quand on est au collectif, ce qu'on peut faire, c'est mettre au milieu les tranches d'âge et que chacun se situe et puisse aussi se projeter dans les cadres. Donc ça, pour le dire de façon très résumée. Je vais donner ce que les auteurs eux-mêmes donnent comme légende, comme explication de cette fresque. Les phénomènes sociaux sont complexes et multidimensionnels, donc c'est pour ça qu'on voit les différentes dimensions. Elles sont donc dans les relations et les interactions entre les individus vivant dans les groupes, dans les contextes sociaux.
et aussi également, bien sûr, leur environnement physique et la biologie, enfin, que ce soit à l'interne ou l'externe. Donc, moi, c'est ce que j'apprends dans ma formation Master Sciences. C'est que de toute façon, c'est très difficile de départager par rapport au vécu physiologique de quelqu'un, si ça induit par ses prédispositions, c'est provoqué par l'extérieur. Tout ça, c'est en interaction. Donc, quand on travaille la fresque, ce qu'on considère, donc en effet, il y a des cas supérieurs qui vont plutôt dans le contexte social, des cas inférieurs qui vont plutôt dans l'organisation biologique, et qu'il y a des renvois entre les unes et les autres, mais ce que ça souligne la fresque, c'est qu'il n'y ait pas de correspondance parfaite entre ce qui apparaît à un endroit ou à un autre. Et donc, c'est un modèle qui est proposé, qui a été donc créé par ces deux auteurs, et qui laisse liberté ensuite d'utilisation. Et ce que ça souligne, c'est l'importance du parcours de vie. Donc, pour une seule personne dans le parcours de vie, voir comment elle a pu, dans certains contextes, avoir certaines fragilités ou au contraire certaines réussites, parce que moi, j'utilise et je prône aussi de l'utiliser beaucoup par le positif, en laissant libre parole pour pouvoir parler aussi du négatif qui va alimenter le positif. Hein. Donc, on va pouvoir se projeter dans la trajectoire professionnelle à différents moments et identifier quels étaient les collectifs en cause ou les relations en cause et en même temps l'état dans lequel on se trouvait soi-même. Ou bien, comme je l'ai dit, en groupe, ça serait, bon, chacun se centre dans son moment actuel et on a plutôt une sorte de, enfin, on a des clusters, on a un panorama de l'état d'une équipe, par exemple, ou de personnes avec un même métier ou au poste de management, enfin, c'est ça le pari, c'est de pouvoir obtenir visuellement une représentation, se reconnaître collectivement dans un état des lieux de qu'est-ce qu'on vit collectivement, socialement, mais aussi individuellement et de façon très corporelle, très réelle hein, de ce qu'on perçoit nous-mêmes. Donc,